Partout normalement. Salut tout le monde. Désolé pour tout à l'heure, j'avais un problème avec un de mes téléphones je sais pas, il y avait un problème de Wi-Fi. Donc là, j'ai été obligé d'allumer le téléphone, d'enlever le mode avion. Donc j'espère que je vais pas recevoir des appels entre-temps. Bon là pour l'instant c'est calme, hein, donc on reçoit pas beaucoup d'appels, donc ça devrait être cool. Donc je vais attendre un petit peu, laisser le temps aux gens d'arriver. Parce que là, on va aborder un sujet un peu compliqué, un peu chaud. Je suis en train de manger des cacahuètes, hein. Bon, je vois qu'il y a du monde qui nous rejoint. Donc, je suis obligé de patienter un petit peu, les gars, hein, pour que on puisse être. Ouais, ouais, c'est réglé, Farid, ouais. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que j'ai deux comptes Facebook. Un spécial France, pays francophone, etc. en général. Et un spécial Algérie, Kabylie, Algérie, même l'Afrique du Nord en général. Donc là, pour que tout le monde puisse comprendre, je vais essayer de parler qu'en français. Et de temps en temps, s'il y a quelqu'un vraiment qui est intéressé par un sujet ou je sais pas, une réponse, il n'a pas trop compris en français, je pourrais répéter soit en kabyle, soit en arabe, c'est pas un problème. Donc là, on va dire que c'est un direct trilingue. Et même quadrilingue s'il faut. Je peux même utiliser l'anglais pour ceux qui veulent m'écouter parler anglais. Par contre, vous foutez pas de ma gueule, hein, parce que j'ai un accent bizarre. Ouais, il y a Karat Aoukas qui dit on est là. Super. Les Aoukassiens, toujours au rendez-vous. La ville des têtes brûlées, c'est ma ville. Hein. Là, il y a du monde qui nous a rejoint, donc ça va, c'est cool. Il y a Sylvain Azria qui nous regarde. C'est génial ça. Monsieur Azria, si vous m'entendez, je compte sur vous pour commenter un petit peu là le sujet dont je vais parler. Donc le sujet, comme je l'ai mis sur le direct, je voudrais parler donc des médecins qui prennent les populations africaines pour des cobayes, hein, qui les prennent pour des rats de laboratoire. Donc c'est pour ça que c'est un sujet un peu compliqué, très important à aborder, parce que malheureusement c'est un problème que j'ai rencontré souvent. Bilal Chaban, Azul de Lyon. Bilal Chaban, ouais, super Bilal. Là je suis à Montpellier moi. Ama Midouna, coucou, salut. Donc là c'est vrai que là pour la première fois je fais des directs et sur le compte que j'ai en France, le compte spécial France, le compte spécial Algérie ou Afrique du Nord. Et j'ai même mis un autre téléphone là spécial pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir mettre cet échange-là. Je vais pouvoir le mettre sur YouTube. Voilà, sur ma chaîne YouTube. Ah ouais, Ecobat, il y a quelqu'un, Ecobat, qui me dit je suis de Béziers, Azul Fleck de Béziers. Ah super, c'est bien de savoir qu'il y a des gens aussi de Béziers qui nous regardent. C'est cool ça. Après, moi, mon objectif, franchement, mon objectif, c'est de savoir qu'on est Kimou Tahiri. Merci Kimou. Voilà, donc on va essayer de commencer. L'autre fille, Nook Pizza, qui nous regarde. L'autre fille, n'hésite pas à mettre des commentaires, s'il te plaît, ça va me plaire, hein.
Là, je vais enlever le son de mon ordinateur parce qu'il y a plein de trucs qui rentrent là. Hop, j'enlève des machins. Donc là, j'ai fait exprès, j'ai ouvert les Facebook, j'ai ouvert aussi des sites internet pour que, en deuxième temps, après avoir parlé du sujet là, principal, on puisse parler aussi d'autres choses. C'est pas un problème. Donc vous m'excusez pour tous ceux qui m'écoutent et qui comprennent pas forcément très bien le français. Je suis obligé de m'exprimer en français, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai ouvert simultanément un direct sur les deux comptes que j'ai, spécial France et l'autre spécial Algérie ou Afrique du Nord, et en même temps sur YouTube. Donc j'essaie de parler un maximum en français, juste pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent nous comprendre. Parce que là, si je me mets à parler en kabyle, c'est les arabophones, les francophones, ils vont pas comprendre. Si je me mets à parler, voilà. Donc c'est un peu le. Donc le français, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous comprennent aisément le français facilement. Par contre, s'il y en a qui n'ont pas compris un truc et qui souhaitent que je parle en kabyle ou en arabe, je pourrais répéter en kabyle ou en arabe. Je pourrais faire la traduction. Voilà. Merci Jojo d'avoir partagé le direct. Merci. Comme ça, les gens ils vont pouvoir. Ah, donc il y a Kimutairi qui dit: Qu'est-ce que tu penses de ce calvaire, cette maudite pandémie? Est-ce qu'on connaîtra la fin de ce cauchemar bientôt ou ça risque de prendre beaucoup de temps? Là, si je peux me permettre, je pense que mon avis, c'est que ça va prendre beaucoup de temps. C'est une histoire de mois. Donc, il y aura un peu de. On va devoir être patient avant que ça se finisse. Donc, ça va être compliqué, ça va être chaud de chez chaud. Euh, Moi, ce que je pense, c'est que on va moi, je pense qu'à partir de juillet, fin juillet, début août, ça va être un peu plus clair. Donc, dans le cas de la France, par exemple, c'est à partir de juillet, fin juillet, etc. Ça va être un peu plus clair. Et ils vont commencer à faire du déconfinement, mais régional. Voilà, c'est ce que je pense. Donc, voilà. Après, en ce qui concerne l'Algérie, j'ai pas trop de vues, mais je pense que là, l'Algérie, dans le cas de l'Algérie, on est parti pour 6 mois. Le Maroc aussi, on est parti pour 6 mois, facilement. Donc voilà ce que je pense. Après, le problème, c'est comme je l'ai dit, le problème, c'est pas forcément le virus. Bon, malheureusement, avec tous les morts qu'il va faire, le problème, c'est plus les conséquences économiques et sociales. Voilà. Là, on mettra beaucoup d'années à se remettre de ça. Ça, c'est sûr, en espérant qu'il n'y a pas de nouvelles catastrophes qui vont arriver derrière, hein. Voilà. Parce que moi, par exemple, j'ai vu des choses sur Internet. Apparemment, ils parlent de certains endroits où il y a des tremblements de terre. Il y a même des volcans qui sont en ébullition. Donc, c'est comme si il y avait un phénomène qui a commencé ici sur Terre. C'est comme si la Terre était en train de prendre sa revanche. Voilà. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, je sais pas. Donc, c'est ça qui me fait le plus peur. Ouais. Donc là, je vais commencer à parler du sujet principal, hein, donc l'histoire des médecins là, parce que moi, ça m'a un peu déstabilisé quand j'ai vu ça. Donc il y a encore cette mentalité néocolonialiste. Après, ça m'a pas étonné en même temps, hein. Donc des médecins qui osent en direct parler du fait que ils vont certainement faire des tests de leurs futurs vaccins, etc., sur des Africains. Pourquoi? Parce que les Africains, c'est rien, hein. Apparemment, leur vie n'est pas. Voilà, même si on fait en leur mettant des piqûres, en leur injectant des médicaments de merde, on risque de les tuer ou de en faire des handicapés, c'est rien, c'est pas un problème parce que leur vie, apparemment, c'est ce que j'ai compris, leur vie est moins importante que celle du reste du monde, hein, en particulier les Occidentaux. Donc moi ça m'a choqué, donc je sais pas vous si ça vous a pas choqué. Donc n'hésitez pas à commenter. Là j'ai du mal à démarrer parce que vous m'aidez pas beaucoup. Ce serait bien de mettre des commentaires, de me poser des questions, etc. Ça serait vraiment génial.
Donc il y a ça qui, donc comme je vous disais, ça m'a beaucoup choqué. Après, il y a des gens qui ont trouvé ça tout à fait normal. Mais après, je ne vous cache pas, moi quand je suis arrivé en France, c'était en 2009, vers fin 2009, 26 août 2009 pour être exact. Quand je suis arrivé, je cherchais, bon, après avoir fait un an à l'université, je cherchais un travail dans mon domaine, c'est-à-dire la banque. Donc au lieu de me lancer dans l'entrepreneuriat comme je l'ai fait maintenant, quelques années après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver un travail dans mon domaine, la banque. Et bizarrement, je suis tombé sur des gens. Ensuite, à la fin, c'est sur des gens, mais il y avait, c'est comme si on me sous-estimait. Je sentais qu'on me sous-estimait. J'envoyais des CV, j'essayais d'aller à des entretiens soi-disant de groupe, mais je me sentais sous-estimé. Et après, je suis tombé sur, ouais, je vais parler de l'effondrement des prix de l'immobilier. Ouais, ça peut être bien. Ouais. Ouais, ça, on peut en parler. Ouais. Pas tout de suite. Donc, je vais finir ce que je disais. Après, je vais en parler. Donc, je disais, je suis tombé sur une fois sur quelqu'un euh, du monde de la banque qui m'a expliqué que parce que je viens d'Afrique du Nord, je devrais penser, je ne suis pas forcément fait pour ce métier. Parce que ce qu'il m'a expliqué indirectement, mais c'est là qu'on comprend, mais c'est des gens, lui au moins, il m'a dit les choses, hein, même si c'est indirect, mais il m'a ouvert les yeux à ce moment-là. C'est comment il imagine par exemple l'Algérie, il pense que c'est un vaste Sahara avec des chameaux dessus, des gens qui montent des chameaux. Donc dans sa tête, je ne suis pas fait, racialement parlant, fait pour le métier de la banque. Moi j'étais étonné parce que moi, je pensais que les mentalités avaient évolué. Donc, moi, je vous parle de 2010. Donc, ça fait pas longtemps, ça fait 10 ans. Donc, j'étais tombé sur des gens qui pensaient que, à cause de mes origines, à cause du fait que je viens d'arriver du bled, ça faisait pas longtemps que j'étais du bled, etc. Donc, je ne suis pas assez compétent. Mes origines raciales ou je sais pas quoi me permettent pas d'être un bon banquier, un bon financier. Bon, ça c'était donc ça m'a beaucoup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup déstabilisé. Ensuite, que j'ai décidé de me lancer, donc je me suis dit, vu que c'est comme ça, personne ne veut me recruter, ok. Alors plus en sachant qu'en France, je me suis rendu compte que c'est un pays, si tu connais pas de monde, ça marche pas, hein. C'est même pas la peine qu'on nous dise que ce qu'on appelle chez nous le ma'arifa, ça marche pas. Ici en France, si t'as pas de relation, tu fais rien. Il faut dire ce qu'il en est, hein. Donc ceux qui veulent nous faire croire qu'en quoi c'est les compétences qui priment avant, c'est faux. Ça je vous le dis. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'avais décidé de me lancer dans le courtage en crédit. Donc, c'était en 2010, 6 mois après avoir tenté de trouver un travail, etc. On m'a fait comprendre. Donc, mais quand je me suis renseigné pour voir la possibilité d'adhérer à un réseau, je sais pas, je ne savais pas comment faire. J'avais besoin de moyens, donc j'avais pas de voiture en ce temps-là. Il fallait que j'achète un ordi portable, etc. J'avais besoin d'un peu d'argent pour pouvoir me lancer. En ce temps-là, pour avoir un téléphone illimité, c'était 70 euros par mois. Appel illimité, c'est pas comme maintenant à 10 euros par mois tu l'as. Voilà, donc il y avait un peu de dépenses quand même. Donc j'avais besoin de 6 000 à 7 000 euros pour démarrer. Et quand je suis allé voir une- des structures, soi-disant d'État ou je sais pas quoi, qui soi-disant nous aident se lancer dans ce métier, enfin dans l'entrepreneuriat en général, je vous jure que je suis tombé sur des gens, sur quelqu'un en particulier, qui m'a expliqué que je n'étais pas forcément fait. C'est-à-dire que j'allais me lancer dans un métier qui est très compliqué, j'allais pas forcément réussir, etc. Et donc, allez comprendre pourquoi cette personne avait décidé que je n'avais pas, qu'il voulait pas financer parce que j'avais très peu de chances de réussir. Et cette même personne m'a expliqué que si je voulais peut-être déposer un dossier pour ouvrir un kebab, là, il passera. Donc je vous laisse comprendre le sens. C'est-à-dire que je ne suis pas fait pour faire le métier en relation avec mes études, où je me considère comme plutôt quelqu'un de compétent. Euh, mais par contre, si je veux ouvrir un kebab, j'ai plus de chances d'être financé, en sachant que je ne sais même, en ce temps-là, je ne savais même pas faire un œuf, que cuire un œuf, hein. Franchement, je le faisais, mais je cassais les.
C'était une catastrophe. Donc moi, ça m'a déstabilisé. Donc c'est pour ça. À la fin, bon, j'ai fait du commerce à côté, un petit business où il n'y avait pas besoin de vraiment beaucoup de capital. Et à la fin, j'ai réussi quand même à me lancer dans la finance, hein, et aussi les assurances. Donc voilà, c'est pour ça. Donc moi, je me dis qu'il y ait des gens qui soient capables, et c'est une réalité, ici en France, c'est une réalité, qui soient capables de penser que nous, qui sommes d'origine africaine, on n'est pas fait pour certains métiers, etc. Moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens qui pensent que notre vie n'a pas vraiment beaucoup d'importance, qui peuvent nous tester, faire sur nous des tests qu'ils ne feraient pas sur des Occidentaux, hein. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. Ces avis auxquels vous transmettez des CV ont hérité des complexes de supériorité de leur ascendant, mentalité de colon et de colonisé. Exactement, Mahmoud. Mahmoud Kakadi qui dit ça. Effectivement, il y a ce complexe du colon. Du colon. Il y a cette idée-là, comme quoi ils sont supérieurs. Comme, voilà, c'est malheureux, mais ça se transmet. Après, il suffit qu'il y ait 30-40% de gens cons comme ça, et ça crée des problèmes dans une société incroyables. C'est pour ça que, par exemple, on a le phénomène des quartiers populaires où les gens se renferment parce qu'on ne leur donne pas leur chance. On leur donne pas leur chance. Après, on nous dit non, ils veulent pas s'intégrer. Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? Moi, quand je suis arrivé ici en France, j'ai tout fait pour m'intégrer. J'ai tout fait pour m'intégrer. Pourtant, je parle très bien français. Je parle plusieurs langues, hein. Je parle même anglais s'il faut. J'ai un niveau de compétence qui est reconnu maintenant par beaucoup de monde. Mais j'ai tout fait en ce temps-là pour m'intégrer, mais on a tout fait pour me casser. C'est parce que je me suis battu comme un malade que j'ai pu réussir un petit peu. Un petit peu, j'ai bien dit un petit peu. Je suis à 2% de ce que je suis censé avoir. Voilà, il faut dire ce qui en est. Juste à cause des emmerdes qu'on m'a créés jusqu'à maintenant. On me crée plein d'emmerdes. Jusqu'à maintenant, je vais pas aller loin. La soi-disant, je vais dire ce qui en est. La soi-disant élite locale me rejette totalement. Il faut dire les choses comme elles sont. L'élite locale, via beaucoup de cercles, beaucoup de gens, ils me rejettent totalement. Ils ont tout fait pour me mettre de côté, juste parce que je ne suis pas de la bonne origine. Il faut dire les choses comme elles sont. Ah, même il y en a, ils m'accusent d'une chose. Ils me disent que, qu'est-ce qu'ils disent? Je me la pète trop. Parce que j'ai envie de faire quelque chose de mon niveau, je me la pète trop. C'est une façon à eux de me dire, écoute mon gars, t'es pas forcément fait pour des métiers de niveau intellectuel élevé. Par contre, si tu pouvais baisser un petit peu le niveau, là, on pourrait peut-être t'accepter. On va te laisser nettoyer nos chiottes, par exemple. Là, tu vas nous intéresser. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc dès que tu tombes sur un gars comme moi qui est assez fier, qui connaît ses capacités et qui essaye de s'imposer dans son domaine de compétences, etc., eh bien on fait tout. Ici en France, on fait tout pour le casser. S'il est d'origine étrangère, on fait tout pour le détruire. Voilà. Et si tu es africain ou oriental, tu es dans la merde. Et c'est une réalité. Moi, je ne suis pas le seul à le penser, hein. J'ai plein de collègues, etc. Des génies, hein. Des génies, des gens qui ont des bacs plus 5, pour certains beaucoup plus que ça, et qui sont gravement emmerdés, hein, par l'élite locale de leur région, etc. Ils n'ont rien. On leur donne des petits postes de merde quand ils ont trouvé un travail quelque part, et on leur explique qu'ils doivent être reconnaissants. Voilà, donc c'est pas. Vous m'excusez parce que là, ouais, c'est Mahmoud Kelkadid qui dit, même au fond d'eux, ils savent que vous êtes plus compétent qu'eux. Franchement, je suis tombé sur des cas comme ça, où je suis tombé sur des gens d'origine, soi-disant d'ici, qui se rendent compte que je suis beaucoup plus compétent qu'eux, et qui font tout pour me casser. Donc, s'ils ne peuvent pas te casser parce qu'ils savent qu'intellectuellement, ils ne peuvent rien faire face à toi, et ben, ils vont essayer de casser ta réputation. Je l'ai raconté dans un de mes articles une fois, où je vous disais, lorsque je me suis lancé dans le domaine des assurances dans la ville de Lunel, la ville d'extrême droite de Lunel, j'ai remarqué un phénomène qui m'a beaucoup choqué. J'ai vu des agents, des agents généraux en assurance qui se sont ligués contre moi pour essayer de me casser mon business. Juste parce que je suis le mec qui n'est pas de la bonne origine, qui a voulu se lancer dans un métier où il ne fallait pas que je me lance. Par contre, si j'avais voulu vendre des fruits et légumes
ou je sais pas quoi d'autre, un truc vraiment qui n'est pas un danger pour eux c'est un métier, c'est ce qu'ils appellent pour eux des sous-métiers, ou si je voulu vendre je sais pas quoi d'autre, un truc alimentaire, voilà, leur vendre voilà. Là, ça aurait pas été un problème pour eux. Voilà, donc il y a Shamsdin Hadri qui me dit oui, je suis de Lunel. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas, Shamsdin? Après, je sais que t'es encore jeune, Shamsdin, hein. Je me souviens de toi parce qu'on s'était vu normalement, on s'était entraîné dans la même salle de sport, je crois. Tu dois avoir 15 16 ans là actuellement, non? Pas plus, non? Je sais pas. Voilà, donc je sais, Shamsdin, je sais que toi, tu es encore petit, il y a des choses que tu vois pas. Mais avec le temps, tu vas les découvrir, tu vas comprendre de quoi je parle. Voilà. Là, je fais monter parce que je vois pas tous les commentaires. Mohamed Ahrouch qui me dit je suis de Montpellier. Ouais. Pardonnez-moi parce que personne ne peut te casser, tu. Merci, Barbarie Germana. Il y a un gars de chez moi, d'Aoukas, qui me dit personne ne peut te casser, tu es un grand. Après, tu sais, le problème, c'est que il faut vraiment être résistant dans sa tête. Ah, c'est le père de Shamsdin. D'accord, ok. Ah, ok, ok. Ouais, oui, tout est dit. Exactement, exactement. Mais après, justement, vu que je parle au père de Shamsuddin Hadri, une fois, je t'ai remarqué, j'ai vu comment tu t'occupes de ton fils, et j'étais très très fier de voir ça. Donc j'ai vu comment tu assistais ton fils quand il allait au sport, comment tu le suivais, etc. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé de voir un père aussi présent pour son fils. Je te félicite. Voilà, je tenais à le dire comme ça en direct devant tout le monde. Je te félicite. Franchement, ça m'a beaucoup impressionné. Et ton fils Shamsuddin, il a beaucoup de chance de t'avoir comme père, hein. C'est génial. Tu es même un exemple pour moi parce que c'est ce que je vais essayer de faire avec mon fils ou mes autres enfants. Je vais essayer d'être le plus présent possible, de les aider, voilà, à avancer. Pas forcément que dans leur sport, avec plaisir, si vous voulez. Mais dans la vie en général. Voilà. Donc, on s'en fout, hein. On a des choses à apprendre avec toi, c'est pas nous, l'économie en tant. Ah, bon, ils veulent qu'on parle d'économie. Donc, ouais, je vois, ouais, c'est génial, papa de Shumsidine, ouais. Ah ouais, c'est très bien. Oui, donc il y a quelqu'un qui m'a demandé tout à l'heure de parler d'immobilier. Donc c'est logique que l'immobilier, les tarifs vont certainement beaucoup baisser partout dans le monde, puisque qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que on aura un phénomène où vous aurez beaucoup de gens qui vont être au chômage, qui n'auront plus forcément, euh, ils n'auront pas tous forcément les moyens de s'acheter des logements, etc. Euh, Après, il y aura un phénomène, c'est qu'on aura beaucoup d'impayés dans les locations, etc., parce que ce sera le chômage. Et ben, donc, il y aura beaucoup moins d'investisseurs qui vont vouloir investir dans la pierre. Il y aura beaucoup moins de gens qui vont, parce qu'ils auront peur de ne pas pouvoir payer leur crédit, il y aura beaucoup de gens qui ne pourront plus acheter, soit parce qu'ils ne pourront plus avoir accès au crédit, donc c'est des gens qui seront automatiquement éliminés. Je ne sais pas, prenons un cas, il se peut qu'on aura un foyer qui au départ, il y avait les deux parents qui étaient salariés. Ben, on va se retrouver avec un cas où il y aura un des deux parents qui sera viré de son travail. Donc ces gens-là qui pouvaient accéder à un crédit ne pourraient plus accéder à un crédit. Ensuite, on aura le phénomène de gens qui vont être tout simplement virés de leur travail, tous, donc des couples qui avaient ou des foyers qui étaient plutôt bien, ils vont se retrouver totalement à zéro, donc c'est des gens qui pourront jamais avoir aussi de crédit, peut-être qu'ils vont s'endetter, donc ce sera très compliqué pour eux de remonter la pente, donc c'est des gens qui seront éliminés du marché de l'immobilier pendant quelques années, quelques bonnes années, hein. Ensuite, les investisseurs, ils auront peur pour leur argent, donc ils auront peur d'investir dans de l'immobilier, avec la peur au ventre de se retrouver avec des impayés. Surtout qu'il y aura un nouveau type de futurs locataires, c'est qu'il y aura beaucoup de futurs locataires qui n'auront pas forcément beaucoup de garanties, donc ils ne seront pas forcément faciles à assurer en impayés donc ce qui fait que les propriétaires vont devoir certainement prendre des risques.
en louant, etc., de tomber sur des histoires d'impayés avec leurs locataires. Donc, ce qui fait que tout ça, donc il y aura une perte de confiance dans le marché de l'immobilier. Donc, c'est normal que les tarifs, les prix de l'immobilier vont certainement s'effondrer. Là, je pense qu'actuellement, je parle comme ça, mais j'ai pas forcément vu les statistiques, mais je pense que c'est logique. Il n'y a plus personne qui achète ou plus personne qui vend hein, dans l'immobilier. C'est le cas aussi de l'automobile. Apparemment, le marché ici en France, il s'est effondré de 70%. Qui va penser à acheter à un moment où, voilà, où les gens déjà ont peur pour leur vie, ont peur pour leur travail, donc ils ont peur de perdre leur travail. Voilà. Il y aura aussi un phénomène, c'est qu'il y aura des gens qui vont vouloir se débarrasser de leur deuxième ou troisième voiture parce que voilà, il faut payer son assurance, ils ne peuvent pas payer sur leur assurance, donc ils vont vouloir garder qu'une seule voiture. Donc c'est normal aussi que le marché de l'automobile s'effondre, qu'il y ait moins d'achats, etc. Euh, voilà. Euh, Quoi d'autre? Après, c'est automatiquement le marché du crédit, il va tomber avec. Les gens ne pourront plus, les banques ne pourront plus prêter comme avant. Ça va devenir beaucoup plus risqué. Les banques, avant de prêter maintenant à des gens, ils vont faire très très attention parce que ce qui va leur faire peur, c'est que l'économie en général sera fragile. Tu as une société qui était très solide pour laquelle tu travailles. Il se peut qu'à tout moment, elle va se retrouver en faillite parce que voilà, le marché va devenir totalement instable. Il y a des secteurs qui marchaient très très bien jusqu'à maintenant, ils vont couler. Voilà, ils vont couler. Après, il y aura d'autres secteurs qui vont émerger pendant un certain moment, tels que pour les logiciels, là, les sociétés qui créent des logiciels pour faciliter, soi-disant, le télétravail. Là, elles commencent à très bien travailler, se font connaître, ça marche très très bien. Mais le souci, c'est qu'à un certain moment, quand le virus va s'arrêter, etc., donc les gens vont revenir à leurs anciennes habitudes, donc ça ne marchera plus comme avant. Donc c'est des secteurs qui vont marcher très très bien maintenant, tant que les gens sont confinés. Mais après, donc ils vont employer beaucoup de gens, mais à un certain moment, ça va se calmer, donc ils vont à nouveau devoir virer les gens qu'ils avaient engagés au départ. C'est logique, c'est logique. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas, je suis là. Je vais essayer de faire un petit tour pour voir. Attendez, hop, 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 je regarde. Ah, donc il y a Nadia Djabri qui me dit quel est l'état des assurances aujourd'hui. Euh, pour l'instant, il n'y a rien, hein. Il y a pas... Ce qui s'est passé, c'est que, il y a les assurances qui ont remarqué que depuis le confinement, depuis que les gens, par exemple, ici en France, sont obligés de ne pas bouger, il y a eu une baisse des sinistres dans l'automobile de 80% en 15 jours par rapport aux statistiques comparativement à l'année dernière. Donc, ce que ça a donné comme résultat, c'est qu'il y a des compagnies qui sont en train de réfléchir à la possibilité de rembourser certaines primes d'assurance, un pourcentage hein, du prime d'assurance aux clients, parce que les gens utilisent moins leur voiture, donc automatiquement il y a moins d'accidents, donc automatiquement il y a moins d'argent à sortir pour les assurances. Donc oui, ça sera une excellente idée que les assurances remboursent une partie des primes touchées aux clients, hein, en sachant que maintenant c'est devenu très chaud. Donc c'est pour pouvoir permettre aux gens de les aider dans la gestion de cette crise. Voilà, pourquoi pas, ouais, ça peut être bien. Mais sinon, pour le reste, pour l'instant, il y a pas de souci. Sauf qu'une fois, j'ai reçu un mail il n'y a pas longtemps. Il y a une compagnie d'assurance qui est spécialisée dans le risque aggravé. Donc, c'est-à-dire un risque aggravé, c'est qu'elle assure des gens qui sont un peu, on va dire, un peu compliqués, soit parce qu'ils ont eu beaucoup de sinistres, soit parce que ils sont trop jeunes, donc il n'y a personne qui a envie de les assurer, etc. Donc, c'est des gens, ce qu'on appelle les risques aggravés. Et ben, ils nous ont envoyé un mail pour nous dire comme quoi, à partir du 30 mars, donc le 30 mars qui est passé, ils ne veulent plus de nouveaux clients. Parce qu'ils n'ont plus disons, à cause du fait qu'il y a plein de gens, plein de leurs employés travaillent, font du travail de chez eux, c'est mal coordonné, donc ils ont du mal à avancer. Donc ils ne veulent plus qu'on leur ajoute de nouveaux clients pour l'instant, parce qu'ils ne peuvent plus gérer. Ils gèrent les clients actuels, les changements, les machins, mais ils ne veulent plus gérer de nouveaux clients.
moi, je m'attends à ce qu'il y ait de nouvelles assurances qui nous envoient ce genre de mail là, en nous disant attendez, pour l'instant, on ne prend plus de clients pendant quelques temps, le temps que le confinement s'arrête, hein. Voilà, donc moi, je pense que ça peut arriver. Mais à part ça, il n'y a rien. Les assurances ne veulent pas forcément assumer la perte d'exploitation pour les entreprises. Ils ont le droit parce que là, c'est une perte d'exploitation. Normalement, c'est la catastrophe naturelle qui doit être déclarée, hein, surtout catastrophe naturelle, hein, mais qui doit être déclarée. Et c'est pas forcément aux assurances d'assumer, hein, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Mais pour l'instant, les assurances ne veulent pas assumer. Elles ont quelque part raison. Parce que la perte d'exploitation, c'est quand? C'est quand on a par exemple un sinistre, c'est-à-dire il y a le feu dans son commerce, donc on ne peut plus l'exploiter. Donc là, c'est normal que l'assurance intervienne et rembourse le client. Par contre, lorsque là, c'est l'État qui exige des commerçants de fermer leurs magasins, c'est pas de la faute de l'assurance. Ça, c'était pas prévu dans les contrats d'assurance. Donc c'est logique qu'ils ne remboursent pas, hein. Voilà. Pour ceux qui s'étonnent pourquoi les assurances n'assument pas la perte d'exploitation, c'est illogique. Ça serait totalement illogique qu'ils remboursent, hein. C'est pas de leur faute. Et en même temps, ça mettrait en péril le secteur des assurances parce que tout le monde a arrêté. Tout le monde a arrêté. Voilà. Donc, voilà. Il y a Sidi Belkacem qui dit nous étions marginalisés dans notre propre pays, ce qui nous a poussés à partir, donc nous devons nous armer de patience et de persévérance. Une chose est certaine, nous finirons par arriver à atteindre nos objectifs en fournissant plus d'efforts que les autres. Oui, je suis entièrement d'accord, hein, ça c'est sûr, hein. Nous étions marginalisés dans notre pays, effectivement, hein, parce que on a des systèmes politiques, etc., hérités du colonialisme. Donc c'est des gens qui sont incompétents, qui ne méritent pas leur place et c'est des gens aussi qui ne sont pas fiables, hein, les dirigeants, que ce soit dans toute l'Afrique, hein, en général. Et c'est pour ça qu'ils sont soutenus par les puissances étrangères. Et c'est des gens qui, moi personnellement, je me considère comme étant un exilé, à la fois exilé politique et en même temps économique, les deux. Donc voilà, donc c'est pour ça, quelque part, j'ai pas trop le choix entre être là-bas ou ici en France, hein. J'ai pas trop le choix, hein. Donc c'est quelque part pour moi, c'est un exil forcé, hein. Mais après, pour répondre, moi ce qui me gêne, c'est pas ça. C'est pas le fait que je vais devoir faire plus d'efforts que les autres. Moi, ça me gêne pas. Mais c'est plutôt les préjugés qu'il faut accepter qu'on se prend dans la gueule tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc c'est ça qui me dégoûte. Moi personnellement, c'est ça qui me dégoûte. Mais après, voilà, pour le reste, on essaie de gérer. Mais après, moi, je pense pas aux gens comme moi, parce que des gens comme moi, nous, ça va, on trouve toujours des astuces. Euh, voilà, mais je pense à des gens, les pauvres, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui n'ont pas beaucoup d'armes intellectuelles, pour certains physiques, qui ne peuvent pas résister à la pression, etc. Comment ils vont faire ces gens-là? Comment ils vont faire? Donc ils vont se retrouver dans la misère de force. Donc ils vont se retrouver, les pauvres, à devoir faire des petits jobs de merde jusqu'à la fin de leur jour. Moi, c'est ça qui me dégoûte. Donc là, ouais. Ah oui, donc il y a Khalat Aoukas qui me dit, penses-tu que les Chinois peuvent se vanter de leur modèle avec un masque, gel et gants? Franchement, je sais pas. Je sais pas quoi dire parce qu'apparemment, de toute façon, moi, ce que je pense, c'est que les Chinois, ce qui leur importe, c'est avant tout que leur économie marche. Donc, ils en ont quelque part presque rien à foutre des gens, puisqu'ils sont tellement nombreux. Donc, le système chinois, il n'accorde pas beaucoup d'importance à la vie humaine, ça je le sais. Donc eux, ce qui leur importe, c'est plus que l'économie marche. Donc, c'est normal qu'ils fassent semblant qu'il n'y a rien et qu'ils poussent les gens à sortir dehors et à vaquer à leurs occupations pour éviter que la machine économique s'arrête, hein. Donc, eux, ils pensent plus à l'économie qu'à la vie humaine. Voilà. Donc après, leur modèle, moi, je trouve qu'il n'est pas forcément parfait. Par contre, à ce qui paraît, le meilleur modèle, celui qui a très très bien marché, c'est le modèle sud-coréen.
Les Sud-Coréens, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont dépisté tout le monde. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se plaint d'une petite douleur, hop, il est dépisté. En 24 heures, je crois, ils ont le résultat, ils savent s'il est malade. Et s'il est malade, il est mis en isolement et il est traité. Comme ça, il n'a pas le temps de rendre malade les autres. Voilà, donc il y a ça. Après, c'est important que tout le monde porte un masque, ça c'est sûr, que tout le monde porte un gant. Par contre, moi, par exemple, j'ai essayé d'acheter un masque hier, j'ai pas trouvé. Voilà. J'ai trouvé de masque nulle part. Heureusement que j'avais des gants en plastique, j'avais acheté il y a très longtemps un gros paquet, je sais même pas pourquoi en ce temps-là je l'avais acheté. Donc ça, il nous a un petit peu aidé. Et on se couvre un petit peu la bouche avec ce qu'on peut. Voilà. Mais c'est... voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Ah ouais, il y a un certain Sidi Belkacem qui me dit nous sommes confrontés au même problème ici au Québec. Ah ouais, je savais pas. Je savais pas qu'au Québec aussi c'était le même problème parce que moi je pensais que c'était plus simple au Québec. D'accord. Hmm. Mais là tu me l'apprends parce que enfin je ne suis jamais vraiment renseigné sur le Québec, ce qui se passe là-bas, etc. Comment ça marche. Mais là tu me l'apprends. Ouais. Donc, il y a un certain Mounir qui me dit penses-tu que les résultats de l'Institut Pasteur sont toujours fiables? Franchement, j'en ai aucune idée. Voilà. Après, n'oubliez pas que là, on a affaire à l'État algérien, qui est beaucoup dans l'opacité. C'est des gens qui mentent ouvertement. C'est des gens qui considèrent que le peuple algérien est un peuple immature ou je sais pas quoi, ils en ont rien à foutre de nous. C'est une caste là qui est un peu bizarre. Est-ce que ils sont capables de tricher sur les chiffres, etc. Même donner l'ordre aux membres de l'Institut Pasteur de mentir. Moi, je pense qu'ils peuvent le faire, hein, aisément, hein. Donc, ils peuvent le faire facilement. C'est pas un problème ça pour eux. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Moi, je ferais plus confiance. Je ferais plus confiance à l'université de Tizi Ouzou, là, qui ont commencé le dépistage, qu'à l'Institut Pasteur, personnellement. Donc après, je ne sais pas. Parce que l'université de Tizi Ouzou, s'il y a vraiment des tentatives pour cacher certaines choses, ça se saura. Voilà. Parce que parmi eux, parmi les gens de cette université, il y a beaucoup de gens, des esprits libres, etc. Des gens qui veulent pas, qui sont contre l'injustice. Donc à un moment ou à un autre, ils vont dénoncer ça. Voilà, moi j'y crois à ça. L'université de Tizi Ouzou, c'est pas n'importe quelle université, hein. Donc ouais. D'accord. Donc il y a Belkacem qui me dit la seule différence qu'il y a au Québec, c'est il y a une pénurie de main-d'œuvre dans tous les domaines. Donc les portes commencent à s'ouvrir plus facilement pour nous. D'accord, ok. Ok. Ouais, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix quelque part. Ouais. Hmm. En tout cas, les amis, je suis content d'avoir fait ce direct. Je suis très content. J'ai exprimé certaines choses. Les Chinois prétendent supplanter l'autorité américaine. Les Américains ont inventé les GPS en 64 et en 2010, soit 50 ans après, les Russes mettent en place leur GPS et les Chinois. Et les Chinois, quoi d'autre? Et les Chinois. Ah, ça je sais pas. Là tu me parles du GPS, machin, ça je sais pas. Je vais pas me prononcer sur un sujet pareil, hein. Aucune idée, franchement, je sais pas. Est-ce que les Américains ont intérêt à couper les GPS? Voilà, donc ils n'ont, je pense, aucun intérêt à faire ça, hein. Sauf si vraiment ils étaient en guerre officielle, guerre déclarée, mais
J'y crois pas. Voilà, donc j'ai été content de faire ce premier direct simultané pour mon public en France, mon public en Algérie et en Afrique du Nord en général. J'espère que vous avez été content de cet échange-là. Moi, je suis très content de cet échange. J'aime bien quand je vois des gens voilà, participer, j'adore ça. Donc, les amis, juste une chose, c'est que comme vous devez le savoir, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Samuel M. Nasri. Donc, je mets un maximum de vidéos dedans pour la développer. Donc, j'aurais besoin que vous m'aidiez en vous abonnant, en partageant, en poussant vos amis à me suivre. Parce que moi, ce que je veux faire, c'est que je veux créer un véritable média, que ce soit via la chaîne YouTube. On va créer aussi aussi un site internet d'information que vous pourrez avoir en application, vous pourrez le télécharger en application. Il y a plein de choses qu'on veut lancer. Parce que moi, je pense que moi et d'autres personnes, parce que je veux créer une sorte de cercle où il y aura des membres de ces cercles-là qui vont intervenir, qui vont donner leur avis sur certains sujets, etc. Euh, donc, ce qui fait que j'aurai besoin de votre aide. Partagez, s'il vous plaît. Pour ceux qui peuvent nous aider en faisant des petits dons, n'hésitez pas. Parce que j'ai créé une page là sur Tipeee qui va permettre aux gens de nous faire des dons. Parce que créer une application, mine de rien, ça coûte de l'argent. Payer des techniciens, ça coûte de l'argent. Donc, c'est pas facile. Moi, je peux mettre un peu, mais pas beaucoup. Je ne suis pas milliardaire. Voilà, donc si vous pouvez participer, ça serait génial. Il faut savoir que des gens qui mettent 1 euro par mois ou qui donnent 1 euro, n'oubliez pas que vous n'êtes pas les seuls. Vous pouvez être des milliers de donneurs. D'accord? Donc ça peut aller très très vite. Donc ce qui est génial, c'est que sur le site Tipeee, vous pouvez décider de faire un don d'1 euro par mois. Vous faites ça une fois, l'opération, et on reçoit chaque mois 1 euro de votre part. Vous n'avez plus rien à faire. Donc ça peut être un très bon moyen pour vous de participer, de nous aider à développer, nos sites d'information, notre page YouTube, notre chaîne YouTube, et qu'on puisse vraiment devenir un véritable média d'information, de réinformation, et aussi un espace de liberté d'expression. Donc ma chaîne YouTube, par exemple, elle sera ouverte à plein de monde. Je ferai des interviews de gens très intéressants, des gens qui ne sont pas forcément invités dans les plateaux télé classiques, qui vont pouvoir exprimer leurs idées. Euh, Loin, que je sois bien clair, loin de tout extrémisme, hein, que je sois bien clair, loin de tout extrémisme. Après, en sachant qu'il y a des gens, parce qu'on tombe sur des gens libres qui parlent, on essaie de les casser en essayant de leur coller une étiquette d'extrémiste. Donc ça, moi je tombe pas dans ce genre de piège aussi, hein. Donc il y a extrémisme, il y a extrémisme, hein. Donc je fais attention à tout ça. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Je pense que mon message est bien passé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.